Sorry. Le président, bonjour à nouveau. Nous allons donc aborder la troisième et dernière séance de la journée. Et si nous terminons 5 à 10 minutes plus tôt, ce ne sera pas un problème parce que nous avons une plénière à 16 heures. Donc si nous finissons par exemple à 16h moins 10, nous serons particulièrement heureux et nous aurons le temps de nous déplacer vers la salle des séances plénières. Et je redonne la parole à Maître Naori. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, je voudrais aborder maintenant un autre point qui est l'utilisation massive de oui-dire par le procureur. Nous avons indiqué dans nos soumissions écrites que le procureur se fonde sur de nombreux oui-dire pour tenter d'établir des incidents ou des événements. Par exemple, concernant l'incident du 16 décembre 2010 et du 3 mars 2011, les témoins allégués des crimes rapportent majoritairement des oui-dire. Parfois même, le procureur se fonde exclusivement sur du oui-dire pour tenter de démontrer la réalité d'un incident. Par exemple, un incident contextuel. Sinon, le procureur nous présente aussi parfois des corroborations de oui-dire. Nous avons soulevé que l'utilisation massive de oui-dire par le procureur empêchait le procureur d'établir la réalité d'un incident ou d'un événement. Que nous répond le procureur dans sa réponse écrite et dans sa présentation orale? Il nous dit qu'il existerait du oui-dire fiable. Ce serait du oui-dire qui se fonde sur le récit d'une personne que le procureur considère être fiable ou se fonde sur une source que le procureur considère être fiable. Qui serait une source fiable selon le procureur? Une personne dont on nous dit qu'elle était présente au moment d'un meurtre serait une source fiable selon le procureur. Je renvoie, pour un exemple, ici au paragraphe 481 de la réponse écrite du procureur. Donc, une personne qui dit avoir été là quand quelque chose s'est passé, ce serait une source fiable. Mais de quoi parle-t-on ici? D'une personne dont on ne sait rien. Une personne dont on nous dit qu'elle a existé. C'est un anonyme dont on ne peut pas vérifier les dires. Comment pouvons-nous savoir si une personne, cette anonyme, dont, dans la majorité des cas, nous ne connaissons même pas le nom, est fiable? Le procureur nous demande, à nous tous ici, de croire une personne dont on ne peut même pas établir qu'elle a réellement existé. Il ne s'agit pas d'une information fiable, il s'agit d'une information non vérifiable. En réalité, il s'agit de rumeurs. Prenons quelques exemples très révélateurs de oui-dire sur lesquels se repose le procureur pour tenter de démontrer des allégations importantes. Selon le procureur, et je cite le paragraphe 564 de sa réponse, M. Boiseau avait reçu des instructions relatives à la marche au cours d'une réunion avec l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Tagron. Fin de citation. Sur quoi se fonde-t-il pour avancer cette allégation? Sur le témoignage de P435. Or, P435, rappelons-le,
l'un des témoins les moins crédibles du procureur, ne rapporte ici qu'un simple oui-dire. Selon P435, Boiseau Yoko Bernard lui aurait raconté qu'il y aurait eu des réunions entre des responsables du GPP et Désiré Tagro. Il lui aurait raconté. C'est tout. P435 n'a jamais assisté à une réunion alléguée entre responsables du GPP et Désiré Tagro. P435 ne dispose d'aucune information permettant de vérifier si ce qu'on lui a raconté a réellement eu lieu. De plus, concernant ces soi-disant réunions, P435 n'a jamais donné aucune indication concernant la date où elle aurait eu lieu, l'endroit et l'heure où elle serait tenue. Il s'agit donc d'un oui-dire invérifiable. Et c'est la seule source du procureur pour une allégation aussi importante pour son cas, impliquant un ancien ministre. D'autant plus que sans cette allégation, le procureur n'a virtuellement rien qui lui permette de lier un ancien ministre à un quelconque plan commun. Prenons un autre exemple. Pour tenter d'établir l'existence de victimes, le procureur se fonde aussi sur des oui-dire. Par exemple, concernant l'incident du 16 au 19 décembre 2010, le procureur renvoie uniquement au rapport du Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire pour tenter d'établir que Yahya Yanoussa, Kone Zoumana, Drissa Diarra et Oumar Banou auraient été blessés. Ce document est fondé sur des oui-dire anonymes et nous ne savons rien sur la manière dont il a été élaboré. Un autre exemple, pour tenter d'établir les circonstances de la mort alléguée de Doumbia Makaridia, qui aurait eu lieu le 17 mars 2011, le procureur renvoie au témoignage de P297, le frère de Doumbia Makaridia. Or, ce dernier n'était pas présent lorsque sa sœur Makaridia serait morte. P297 aurait appris la mort de sa sœur, Makaridia, par une tierce personne, une autre de ses sœurs, Nami Nazan, qui l'aurait appelée pour lui dire que Doumbia Makaridia serait morte. Mais Nama Nazan, elle-même, aurait appris la mort de Doumbia Makaridia par quelqu'un d'autre. Et on ne sait absolument pas qui est ce quelqu'un d'autre. Il y a donc deux niveaux de oui-dire basés sur une source complètement anonyme. Il est intéressant de noter ici que ce oui-dire n'est pas corroboré par des éléments de preuve médico-légaux, parce qu'il s'est avéré que lorsque le corps présenté comme celui de Doumbia Makaridia avait fait l'objet d'un examen médico-légal, il s'agissait du corps d'un homme. Par conséquent, les circonstances de la mort de Doumbia Makaridia, nous n'en savons rien. Où est le corps de Doumbia Makaridia? Nous n'en savons rien. Autre exemple encore. Pour tenter d'établir les circonstances de la mort alléguée de Kwaku Kofi François et Nguezan Adjo Thérèse, le procureur se fonde notamment sur le témoin P294, dont la déclaration a été soumise en vertu de la règle 68 2b.
P294 aurait appris la mort de Kwaku Kofi François via son petit frère, qui l'aurait lui-même appris par un collègue de la victime alléguée, collègue qui l'aurait lui-même appris par des rebelles. Et je renvoie ici à sa déclaration antérieure, CIV OTP 0041 0388, page 0392, paragraphe 21 à 22. Donc, Kwaku Kofi François aurait appris d'une personne qui est son petit frère, alors nous savons que petit frère ne veut pas dire forcément frère biologique, qu'il aurait appris par un collègue dont on ne connaît pas le nom, collègue qui lui-même l'aurait appris par des rebelles. Nous avons donc ici 4 niveaux de oui-dire anonyme. Le procureur se fonde donc clairement sur des rumeurs, sur les on-dit. Mais c'est son travail, justement, d'enquêter, pas de suivre aveuglement la rumeur de quartier, les on-dit, et de ne pas prendre les bruits de quartier pour argent comptant comme véridiques. Sinon, à quoi bon tenir un procès ? Et quand il arrive à faire venir des témoins pour tenter d'établir la réalité d'un incident aussi important que celui du 3 mars 2011, la marche des femmes, ces témoins aussi ne font que rapporter ce qu'il s'est dit, puisqu'aucun n'a vu ce qui aurait causé les blessures ou la mort des femmes. Plus précisément, sur 14 témoins, 10 n'étaient pas sur les lieux au moment de l'incident. Notons que des témoins qui disent avoir vu des corps a posteriori ne peuvent pas être considérés comme des témoins directs de la cause de la mort de ces corps. Ces témoins n'ont pas vu ce qui aurait causé les blessures ou la mort des victimes alléguées. Ces témoins ne font que supputer sur les circonstances de décès en se fondant sur les rumeurs et les on-dit. P237. Il était au travail en dehors d'Abobo. Paragraphe 256 de notre annexe 3. P364 était à proximité de la gendarmerie et ne pouvait donc pas voir ce qu'il se serait passé au banco. Paragraphe 256 de notre annexe 3. Un autre témoin se trouvait vers le marché, à 10-15 minutes à pied du banco. Le témoin dit avoir entendu des tirs, mais il n'a pas vu ce qu'il se serait passé au banco. Paragraphe 256 de notre annexe 3. P105 se trouvait au marché au moment des tirs allégués. Elle dit même ne pas avoir entendu les tirs. Paragraphe 256 de notre annexe 3. P582. Elle est allée au marché. Et puis elle est allée à la marche, pardon. Mais ne trouvant pas sa fille, elle est rentrée à la maison. Elle n'était pas au banco au moment des tirs allégués. P581 ne s'est jamais rendu au banco. Il n'était pas présent au moment des tirs allégués et n'a jamais vu de corps au banco. P172, il était chez lui. Il dit avoir entendu des tirs,
mais il ne savait pas d'où il provenait. Il ne pouvait pas voir ce qu'il se serait passé au banco. Il dit n'être sorti de chez lui qu'environ 30 minutes après avoir entendu des tirs. Il aurait vu les corps au banco, mais il n'a pas vu l'incident. P106 était dans son magasin au moment des tirs allégués. Il aurait entendu des tirs, mais il n'a pas vu ce qu'il se serait passé au banco. P579, il n'aurait entendu des cris, il n'aurait entendu que des cris et a appris a posteriori qu'il y avait eu des tirs. Il ne raconte donc que ce qu'on lui a raconté, ce sont des oui-dire. P580, il se trouvait à la proximité de la station mobile et il dit qu'il se trouvait à une trop grande distance du banco pour voir ce qu'il s'y serait passé. Enfin, P107 se dirigeait vers le banco, mais se trouvait au niveau de la mosquée d'Abobo lorsqu'il aurait entendu des tirs. Il n'a donc pas vu ce qu'il se serait passé au banco. Concernant les 3 autres témoins qui auraient été présents au banco, aucun d'entre eux n'a réellement vu ce qu'il se serait passé. Aucun de ces témoins n'a pu confirmer avoir vu un char tirer sur des femmes. Et ils n'ont pas vu ce qui aurait causé la blessure ou la mort de victimes alléguées. Ce ne sont donc pas des témoins oculaires, comme nous dit le procureur. Un témoin qui aurait été au banco au moment de l'incident allégué dit s'être enfui en entendant des tirs et serait tombé sur les genoux. Il n'a donc pas vu les tirs allégués. Et je renvoie ici au transcrit T161, page 39, lignes 25 à 28, page 61, lignes 10 à 11. Et surtout, ce témoin n'a pas vu ce qui aurait blessé les femmes que l'on voit un petit peu plus tard, après le passage du convoi sur la vidéo. P184, la grande organisatrice de la marche. Elle dit s'être trouvée au banco au moment de l'incident. En revanche, le témoin n'a pas vu qui a tiré. Il dit seulement avoir entendu les tirs allégués et ne savait pas d'où provenaient les tirs. Quand il y a eu des tirs, le témoin est tombé par terre à 2 reprises en tentant de s'enfuir et s'est évanoui. P194, Sira Dramé, n'a pas vu comment ces femmes auraient été blessées, puisqu'elle n'apprend qu'une fois rentrée chez elle que des femmes seraient mortes. Elle n'a donc rien vu. P190 se serait trouvé au banco au moment de l'incident allégué. Mais là encore, le témoin serait tombé au moment où on entend des tirs et n'a pas vu comment des femmes auraient été blessées. Pour les références, nous vous renvoyons au paragraphe 257 de notre annexe 3. L'addition de témoignages indirects qui se fondent sur des supputations de la part de témoins qui reprennent à leur compte du oui-dire pour tenter d'expliquer ce qu'il se serait passé ne permettent pas d'établir, ou plus exactement de savoir, ce qu'il se serait passé le 3 mars 2011.
Or, selon le procureur, des témoignages indirects peuvent se corroborer. Par exemple, le procureur tente de corroborer le récit d'un témoin indirect avec un rapport de l'ONU. Mais un rapport de l'ONU, c'est du oui-dire. Ce n'est pas parce qu'il y a un tampon de l'ONU sur le document que ce n'est pas du oui-dire. Ce type de oui-dire ne peut pas se corroborer. Des rumeurs ne peuvent pas se corroborer. Des supputations ne peuvent pas se corroborer. Notons que le procureur, dans son mid-trial brief, ne fait jamais apparaître le fait qu'une allégation relève du oui-dire, en utilisant par exemple le conditionnel. Il présente les oui-dire comme des vérités absolues ou utilise des expressions qui induisent en erreur, telles que témoins oculaires, pour des témoins indirects. Si le MTB et la réponse du procureur étaient réécrits en utilisant le conditionnel pour les oui-dire, alors ces documents seraient largement écrits au conditionnel, donc hypothétiques. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ainsi que des allégations peuvent être prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Un mot maintenant sur la faiblesse des expertises. Dans nos soumissions, nous avons expliqué la faiblesse des différentes expertises ayant été effectuées, souvent très tardivement dans l'enquête, à la demande du procureur. Nous n'y revenons pas ici. Un mot en revanche sur les documents d'ordre médico-légal que le procureur tente d'utiliser pour tenter de prouver la réalité de la mort ou de blessures subies par des individus présentés comme des victimes des incidents. La grande majorité des documents médico-légaux émanent du professeur Yapo-Été, le témoin du procureur P564. Selon ce que nous dit le procureur dans sa réponse écrite, les éléments d'information apportés par le professeur Été sont fiables et pertinents. Paragraphe 594 à 605 de sa réponse. Or, que nous dit le professeur Été pendant son témoignage? Elle nous dit, concernant sa mission, 1. Que ce n'était pas sa mission de déterminer si les corps qu'elle examinait étaient des victimes de la crise post-électorale. 2. Que ce n'était pas sa mission d'établir les circonstances de décès et de relier le décès à un incident précis. 3. Que ce n'était pas sa mission de déterminer la date du décès. Elle nous dit aussi que ce n'est pas elle qui a identifié les corps. En d'autres termes, elle n'a pas pratiqué d'acte thanatologique pour identifier un corps. Elle nous dit enfin qu'elle ne connaissait pas les chaînes de possession des corps qui, de plus est, ne lui étaient jamais présentés sous scellé. Que nous dit réellement le professeur Été? Qu'elle s'est reposée sur les dires de ceux qui se présentaient comme des proches. Des proches dont certains sont venus ici témoigner et nous ont expliqué, lors de leur témoignage, qu'ils n'avaient pas vu les corps et qu'ils ont obtenu des informations concernant les circonstances de décès par du oui-dire. Et je renvoie à notre annexe 4, paragraphes 42 et 43, à la pièce qui est une déclaration CIV OTP 0041 0388, page 0392, paragraphe 21 à 22,
Et pour un autre exemple, au transcrit 192, page 46, lignes 6 à 14. Et un autre exemple, transcrit 113, page 77, lignes 14 et 15. Et la déclaration CIV OTP 0084 0079, page 0089, paragraphe 41. Donc le témoignage du professeur Été n'apporte rien, ne prouve rien. Le rapport circonstancié rédigé par 564 repose en réalité essentiellement sur des données non vérifiables. Et concernant les examens effectués par le témoin, que nous dit-elle? Qu'elle est capable de mener 147 examens externes dans une même journée. Le procureur, lui aussi, semble considérer dans sa réponse écrite qu'il est possible d'examiner 147 personnes en une journée. Je renvoie au paragraphe 600 de sa réponse. Par conséquent, analysons ce que ça signifie concrètement. Le témoin nous dit que c'est elle qui a mené les examens externes. Elle le dit clairement. Et je cite, « Le binôme, c'est moi, puisque je signais tous les rapports. » Transcrit T220, page 11, ligne 7. Et à la question, donc vous avez examiné les 147 corps? Le témoin répond effectivement. Transcrit 220, page 11, ligne 3 à ligne 27. Donc ce que nous dit le témoin, c'est elle qui a examiné tous les corps en binôme. Si elle est toujours l'un des membres du binôme et qu'il y a 3 médecins légistes présents dans la salle, les médecins n'examinent pas les corps chacun de leur côté, comme le sous-entend le procureur dans sa réponse. Non. Si l'on suit le témoin, c'est elle, accompagnée de l'un ou de l'autre des médecins légistes, qui examine le corps en binôme. Cela signifie concrètement qu'elle aurait effectué, en binôme, 6 examens externes par heure, sans interruption, dans une période de 24 heures. Mais soyons sérieux. Une journée de travail, ce n'est pas 24 heures. Imaginons 12 heures de travail. Cela signifierait que le professeur Yapo-Été a examiné un corps toutes les 5 minutes, sans interruption. C'est des mathématiques. Sans interruption aucune. Sans aller aux toilettes, sans manger, sans boire. En comptant le temps pour aller d'un corps à l'autre et prendre les notes qui seront la base des rapports externes. Des rapports d'examen externes, pardon. Pour comprendre l'incohérence, l'impossibilité de ce que nous dit le témoin, il faut comprendre ce qu'est un examen externe. Ce n'est pas se contenter d'arriver auprès d'un corps, de le regarder vite fait, constater qu'il s'agit d'un cadavre et repartir pour le prochain. Non. Le témoin elle-même nous l'a expliqué. Un examen externe est un examen complexe. Il comprend les étapes suivantes. 1. Ouverture de la housse mortuaire et inspection. 2. Constat d'identité selon bracelet et étiquette. 3. Comparaison entre les observations effectuées et les informations communiquées par la morgue. 4. L'inventaire du corps. 5. Un examen de revêtement cutané. 6. L'examen externe proprement dit. Et 7. Des prélèvements quand besoin est.
Et en parallèle de l'examen, le médecin légiste vérifie les notes qu'il dicte, prises par son assistant. Toutes ces étapes servent à établir la cause du décès d'un individu. Ça demande à être consciencieux, de manipuler la chair, de rechercher tous les indices qui permettraient d'établir le type de lésion, le type d'arme. Toutes les notes prises à cette occasion serviront à la rédaction des rapports d'examen externe. Par la suite, rapports d'examen externe qui ont été versés au dossier et signés par le témoin. Le témoin nous dit d'ailleurs qu'elle a pris le temps personnellement de vérifier les données d'identification, qu'elle aurait pris le temps avec les membres présents de regarder les corps ensemble, de vérifier une lésion ensemble. D'autres arrêtaient alors leur travail pour venir regarder la lésion et ils prenaient le temps de discuter ensemble de leurs constatations. Et je renvoie au transcrit 220, page 11, lignes 10 à 16. Dans de telles conditions, il est matériellement impossible pour le témoin d'avoir effectué en binôme tous les examens. C'est du bon sens. Or, si l'on ne peut pas établir qui a réellement examiné le corps, comment s'est déroulé l'examen externe, comme nous n'avons pas entendu d'autres légistes qui auraient été présents, on ne peut accorder aucune valeur aux rapports d'examen externe sur lesquels se fonde le procureur. Soit le témoin nous ment et il a signé des rapports externes auxquels il n'a pas participé et dont nous ne savons pas par qui ils auraient été menés. Soit le témoin a bâclé les examens externes et les informations figurant sur les rapports d'examen ne sont pas fiables et sûrement pas le fruit d'un examen externe en bonne et due forme. Donc, dans tous les cas, il est impossible d'accorder le moindre crédit à ces rapports d'examen externe. Comme nous venons de le voir, le procureur n'a pas mené d'enquête autonome et indépendante. Il s'est contenté d'éléments de preuve de mauvaise qualité, anonymes, peu fiables, non authentifiés, non vérifiables, indirects. Il apparaît alors que le procureur n'a pas été capable de répondre aux failles que la défense a pourtant mises en lumière dans ses soumissions, en particulier concernant les 4 incidents principaux. Revenons-y un instant. Le procureur, dans sa réponse écrite et orale, est revenu sur un certain nombre de points concernant les 4 incidents principaux, tout en passant sous silence un certain nombre de questions soulevées par la défense dans ses soumissions écrites. Revenons dans un premier temps sur l'allégation du procureur selon laquelle il y aurait eu un blocus à l'hôtel du Golfe. Le procureur continue d'avancer, lors de sa présentation, qu'il y aurait eu un blocus à l'hôtel du Golfe qui aurait été mis en place pour limiter et surveiller les mouvements de l'opposition et d'autres groupes. Transcrit 221, page 23, lignes 16 à 19. Or, le procureur ne répond pas pour autant à tous les arguments de la défense qui prouvent clairement qu'il n'y a pas eu de blocus. Le procureur ne dit pas un mot sur le fait qu'à l'hôtel du Golfe, un complexe situé en bord de la lagune, se trouvaient de nombreux responsables du RDR, leurs conseillers et des centaines de soldats rebelles lourdement armés. Pas un mot sur le fait que Philippe Mangou, le chef d'état-major des armées, explique que compte tenu des risques que faisait courir à l'ordre public la présence de si nombreux hommes armés, il a été décidé de réajuster le dispositif de sécurité.
transcrit T183, page 68, lignes 19 à 23. Et intéressons-nous un instant au contexte, c'est fondamental. Qu'a fait le SEMA? Il a posté un véhicule, un seul véhicule pour surveiller les centaines de soldats rebelles cantonnés à l'hôtel du Golfe et prévenir les autorités si ces soldats tentaient une attaque dans la ville. Qu'est-il arrivé à ce seul véhicule de surveillance, présent au point de contrôle? Les hommes armés du Golfe l'ont attaqué. Et nous savons, parce que le SEMA nous l'a dit, que ce n'est qu'après cet incident que, avec l'aide de l'ONUCI, un dispositif renforcé, qui n'a jamais été un blocus, a été mis en place afin de répondre à une menace sécuritaire concrète. Or, ce contexte est systématiquement écarté par le procureur. Pas un mot non plus sur le fait que le dispositif mis en place avait pour objectif de la surveillance des soldats rebelles pour pouvoir informer les autorités de tout mouvement suspect en direction de la ville et d'éviter d'éventuelles frictions avec la population. Pas un mot sur le fait que les FDS étaient attaqués par les rebelles armés présents à l'hôtel du Golfe. Pas un mot non plus sur les allées et venues de civils et de journalistes ou sur le fait que l'hôtel du Golfe était ravitaillé. Le procureur tente, semble-t-il, de faire oublier aussi que le réajustement s'était fait sous la supervision technique et les conseils des représentants de l'ONUCI. Nous y reviendrons. Mais nous pouvons noter d'ores et déjà que si le procureur admet que l'ONUCI a eu un rôle, ce qui semble être le cas dans sa réponse, je renvoie au paragraphe 545 de sa réponse et au transcrit 221, page 23, ligne 28, à page 24, ligne 3. Si le procureur admet que l'ONUCI a eu un rôle, alors il ne peut pas s'agir d'un blocus, à moins que le procureur considère que l'ONUCI a participé au blocus, donc au plan commun. Parlons maintenant de ce que le procureur nous présente comme ayant été une marche. Une marche, en bonne et due forme, doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Or, le procureur ne veut pas en parler. Il nous dit, lors de sa présentation orale, que le fait que la marche ait fait ou pas l'objet d'une déclaration préalable est une distraction. Transcrit 221, page 24, lignes 24 à 26. Une distraction. Mais c'est le cœur même du débat. Les choses sont simples. S'il se serait agi d'une marche pacifique, comme le prétend le procureur, alors il y aurait eu une déclaration préalable et une démarche transparente de la part des responsables de l'hôtel du Golfe. Les responsables de l'hôtel du Golfe n'auraient pas cherché à dissimuler le trajet de la marche, les points de rassemblement, qui étaient exactement les organisateurs de la marche. Or, que nous révèlent tous les éléments de preuve présentés par le procureur? La préparation dissimulée d'une soi-disant marche. En réalité, il s'agissait d'une attaque insurrectionnelle. D'ailleurs, l'objectif était affiché. Il s'agissait de s'emparer par la force de la RTI et ensuite de la primature.
la preuve a été faite au cours des débats de ce que les soldats rebelles réunis au Golfe avaient reçu pour consigne, le 15 décembre 2010, de préparer leur équipement de combat pour le lendemain. Mais le procureur continue de l'ignorer. Il ne nous dit pas un mot sur Guillaume Soro et Ouattao, un comzone, c'est-à-dire un chef de guerre, qui avait informé le 15 décembre 2010 les soldats rebelles présents à l'hôtel du Golfe qu'ils se saisiraient le lendemain de la primature et de la RTI. Pourtant, nous avons tous ici vu ces images. Il ressort des dires des témoins de l'accusation que les propos de Guillaume Soro concernant la marche prévue le 16 décembre avaient été diffusés avant la marche sur la TCI. Par exemple, CIV OTP 0020 0064, paragraphe 54 et suivant, CIV OTP 0019 0211, paragraphe 27 et suivant, et CIV OTP 0028 05 50, page 40 et suivant. Le témoin P547, lui, dit avoir entendu l'annonce de Guillaume Soro sur la radio de l'ONUCI. Les discours de Soro et Ouattao ont été diffusés au cours du journal télévisé de la RTI du 17 décembre 2010. Il s'agissait d'une attaque minutieusement préparée et cachée, comme toute attaque, aux autorités ivoiriennes. Pas de déclaration préalable, pas d'information claire et transparente. Que reste-t-il à faire aux autorités? Mener des enquêtes pour tenter de vérifier les rumeurs et comprendre ce que les rebelles préparaient. C'est aussi simple que ça. Et nous vous renvoyons aux paragraphes 36 à 46 de notre annexe 3. Toute réunion, toute intervention des FDS était pour tenter de s'organiser face à une attaque qui se préparait. Nous comprenons donc que le fait de ne pas avoir annoncé la marche, son trajet, ses points de rassemblement n'est pas une distraction. C'est la clé de compréhension de tout ce qui s'est déroulé le 16 décembre 2010 et les jours suivants. Or, le procureur refuse de le voir et considère que ça le distrait. Ça le distrait de quoi? De la vérité? Un mot maintenant sur la présence d'hommes armés pendant la marche. Le procureur, dans sa réponse orale, a tenté de mettre de côté le fait que des FDS ont été tués pendant la marche. Pourquoi? Parce que ces témoins lui ont clairement expliqué que le nombre de FDS tués le 16 décembre 2010 était la preuve de ce que des hommes armés les avaient attaqués. Et nous vous renvoyons ici aux paragraphes 185 à 187 de notre annexe 3. Les témoins ont été clairs. P10, le commandant du SECOS, Georges Guéby-Point, indique que, et je cite,
nos hommes qui ont été tués ce jour-là ont été fortement émus. Parce que beaucoup d'entre eux ont été tués avec des armes de guerre. Et surtout pas n'importe quelle arme de guerre. Avec des roquettes anti-chars de type RPG-7 qui ont totalement cramé des véhicules de transport de troupes. Là, on était véritablement ému par ces événements. Fin de citation, transcrit T139, page 40, lignes 10 à 14. Que nous dit P46, directeur général de la police nationale, Bredou Mbia? Il a indiqué lors de son témoignage que, et je cite, « Ce n'est pas une manifestation normale. Vous avez vu que dans le bilan, il y a des policiers qui ont été tués. Si des policiers ont été tués, ça veut dire que c'est par arme à feu. Ce n'est pas une manifestation normale et c'est pour ça que la dispersion a été ordonnée par le ministre de l'Intérieur. » Fin de citation. Transcrit 125, page 79, lignes 20 à 23. Alors, comment le procureur essaye-t-il de contourner ce que lui ont dit ces témoins? En nous présentant une carte sur laquelle il indique 2 lieux dont on sait que des FDS y ont été tués. Et le procureur nous explique, et je cite, « Comme vous pouvez le voir, vous avez ici indiqué les distances entre le carrefour Marie-Thérèse et la RTI, et la distance entre le PK18 et les autres lieux. Donc ces 2 lieux ont été la scène de confrontation. Et il y a eu, en effet, des morts au sein des FDS. Mais la marche, elle, a eu lieu autour de la RTI et près de la RTI, à Cocody, dans les quartiers avoisinants. Ce fut une autre histoire. Madame, messieurs les juges, l'on ne devrait pas faire l'amalgame entre ces incidents et les crimes qui ont été commis par les forces pro-Gbagbo à l'encontre de manifestants lors de la marche. Fin de citation. T221, page 27, ligne 3 à 11. Alors, nous allons reprendre cette carte du procureur qui porte le numéro CIV reg 0001 05 95. Et si la greffière d'audience pourrait avoir l'obligeance de nous donner la main. Ça marche ça. You have the floor. The document will be displayed on evidence. Vous avez la parole. Nous sommes sur le pavé évidence 2. Alors, ce que nous dit le procureur, c'est que les incidents qui ont eu lieu au carrefour Marie-Thérèse et au carrefour PK18, ce sont des incidents périphériques à la marche parce qu'ils se sont déroulés à 2,6 km et 12,2 km à vol d'oiseau du carrefour de la RTI. La marche, selon le procureur,
C'est tout ce qui se passe, et je cite à nouveau, la marche a eu lieu autour de la RTI et près de la RTI, à Cocody et dans les quartiers avoisinants. Autrement dit, les incidents ayant lieu à une distance de plus de 2,6 km du carrefour de la RTI ne font pas partie de la marche à proprement parler. Alors nous avons suivi la logique du procureur et nous avons placé sur cette même carte tous les lieux où le procureur indique, dans sa réponse écrite, des paragraphes 464 à 531, que des incidents faisant partie de la marche auraient eu lieu. Nous allons voir à l'écran les différents lieux mentionnés apparaître au fur et à mesure que nous les énumérons. Dans sa réponse, le procureur indique qu'il y aurait eu des incidents des incidents ayant lieu un lien avec la marche sur les lieux suivants. Au paragraphe 464 de sa réponse, le procureur indique, et je cite, que les FDS ont érigé des barrages aux artères principales menant à la RTI et les ont utilisés pour empêcher les manifestants d'atteindre leur destination et réprimer la manifestation dans la violence. Nous avons donc placé ce point. Voilà, je le vois mieux. Nous avons donc placé ce point au niveau des artères principales de la RTI. Donc en réalité, il est sur le point rouge où est indiqué Carrefour RTI. Au paragraphe 466 de sa réponse, le procureur mentionne un incident au quartier Marie-Thérèse à Adjamé. Entre Marie-Thérèse et le carrefour RTI, 1,9 km à vol d'oiseau. Au paragraphe 467, 468, 512 et 513 de sa réponse sont indiqués des incidents au siège du RDR dans la rue Le Pic. 1,5 km à vol d'oiseau du carrefour de la RTI. Au paragraphe 469 de sa réponse, un incident au centre culturel américain. Un peu moins de 500 mètres à vol d'oiseau du carrefour de la RTI. Au paragraphe 470, un incident au siège du PDCI. 1,2 km à vol d'oiseau. Au paragraphe 471, un incident au carrefour de la Vie et ses environs. 500 mètres à vol d'oiseau du carrefour de la RTI. Au paragraphe 473, incident au lycée technique, les 16 et 17 décembre. 1,1 km à vol d'oiseau. Au paragraphe 474, 531 et 568, incident au carrefour Makassi à Adjamé. Ce lieu est à 4,4 km à vol d'oiseau du carrefour de la RTI. Donc ce carrefour est bien plus loin que le carrefour Marie-Thérèse du carrefour de la RTI. Donc si on suit la logique du procureur, cet incident ne fait pas partie de la marche à proprement parler, mais serait un incident périphérique. Au paragraphe 474 et 519 de sa réponse, des incidents au carrefour Jenny-Cobena. Jenny-Cobena se trouve à entre 2,6 et 3 km à vol d'oiseau du carrefour de la RTI.
Ici, l'on constate que le carrefour Djénicobena est à la même distance, voire un peu plus loin, du carrefour de la RTI que le carrefour Marie-Thérèse. Il s'agit donc d'un incident périphérique. Au paragraphe 475 et 476 de sa réponse des incidents à la gare de Williamsville. La distance entre la gare de Williamsville et le carrefour de la RTI, 2,6 km à vol d'oiseau. Pareil, il s'agirait donc ici d'un incident périphérique. Au paragraphe 481 de sa réponse, le procureur indique un incident au rond-point Samaké. Le rond-point est à 8,12 km du carrefour de la RTI, très loin du carrefour de la RTI. Pareil, il s'agirait donc ici d'un incident périphérique. Toujours au paragraphe 481 et au paragraphe 530, des incidents au carrefour Agrippac. Le carrefour Agrippac est à 12,2 km à vol d'oiseau, très loin du carrefour de la RTI, donc il s'agit ici encore d'un incident périphérique. Encore au paragraphe 481, des incidents à Anonquois-Coutet. Anonquois-Coutet, c'est un peu moins d'11 km à vol d'oiseau. Encore une fois, un incident périphérique. Toujours au paragraphe 481 de sa réponse, un incident à Avocatier, marché de nuit, qui se trouve à 10,7 km du carrefour de la RTI. Encore une fois, un incident périphérique. Au paragraphe 482 et 528 de sa réponse, il indique des incidents près d'Abobogare. Abobogare se trouve à 8,8 km à vol d'oiseau du carrefour de la RTI. Il s'agit, encore une fois, d'un incident périphérique. À noter qu'il s'agit ici d'incidents à Abobo. Le procureur nous ayant pourtant dit que les événements ayant eu lieu à Abobo sont bien loin du contexte où a eu lieu la marche. T221, P27, ligne 26 à page 28, ligne 2. Au paragraphe 483 et 484, il indique des incidents à Abobo PK18. 13 km à vol d'oiseau du carrefour de la RTI. À noter qu'il s'agit ici du même lieu que l'on voit sur la carte, pour lequel le procureur nous a dit clairement que ce qu'il s'y passait n'aurait rien à voir avec la marche. Au paragraphe 487 et 539, des incidents à la mosquée de Grand Bassam. Nous avons été obligés de rajouter une carte parce que ce lieu ne figurait même plus sur la carte présentée par le procureur. Il se trouve à 33,23 km du carrefour de la RTI. Au paragraphe 487 et 536, des incidents à la mosquée d'Abobo, qui se trouve à 8,9 km à vol d'oiseau. Au paragraphe 487 et 536 de sa réponse, incident à la mosquée de Williamsville, qui se trouve à 3 km à vol d'oiseau. Nous remarquons ici encore une fois que ce lieu est plus loin du carrefour de la RTI que le carrefour Marie-Thérèse. Au paragraphe 489 de sa réponse, un lieu que nous n'indiquons pas sur la carte pour des raisons de confidentialité, mais précisons néanmoins que ce lieu se trouve à 8,9
8,5 km à vol d'oiseau du carrefour de la RTI. Et nous renvoyons pour sa référence au paragraphe 128 de notre annexe 3. De même, au paragraphe 497 et 497 à 499, des incidents auraient eu lieu à 1,7 km à vol d'oiseau du carrefour de la RTI. Nous n'indiquons pas ce lieu pour des raisons de confidentialité, mais nous vous renvoyons au paragraphe 156 de notre annexe 3. Au paragraphe 514 de sa réponse, un incident sur la route menant au siège du PDCI. Comme il n'y a aucune information permettant de situer plus précisément l'incident, il n'est pas possible d'indiquer la distance entre le lieu de l'incident et le carrefour de la RTI, la route ayant une longueur de 1,2 km. Au paragraphe 517 de sa réponse, un incident sur le boulevard des Martyrs. Comme il n'y a pas d'information permettant de situer plus précisément l'incident, il n'est encore une fois pas possible d'indiquer la distance entre le lieu de l'incident et le carrefour de la RTI, la route ayant une longueur de 8,6 km. Au paragraphe 521 et 522 de sa réponse, incident au quartier Liberté, qui se trouve à 1,9 km du carrefour de la RTI. Au paragraphe 523 de sa réponse, incident au carrefour Cablan du Camp, qui se trouve à 4,10 km à vol d'oiseau du carrefour de la RTI. Encore un incident périphérique. Au paragraphe 529 de sa réponse, incident à Avocatier, au Glacier. 10,7 km à vol d'oiseau. Il s'agirait d'un incident périphérique. Et enfin, au paragraphe 484, il y a des lieux non précisés dans sa réponse, des localités inconnues, donc on ne sait même pas s'il s'agit d'un lieu à Cocody, le 16 décembre 2010. La majorité de ces incidents dont nous parle le procureur ne seraient alors que des incidents périphériques ayant eu lieu loin de Cocody et de la RTI. Mais alors, que reste-t-il du cas du procureur si l'on suit sa propre position? Quelques incidents éparses au niveau du carrefour de la RTI? La majorité des incidents dont il parle ne font donc pas partie de la marche, puisque, il nous dit, la marche a eu lieu autour de la RTI et près de la RTI, à Cocody et dans les quartiers avoisinants. Le procureur ne peut plaider une chose et son contraire au gré de ce qu'il arrange. Soit les incidents qu'il cite dans sa réponse font partie de ce qu'il appelle la marche, et donc les incidents au cours desquels les FDS ont été tués en font aussi partie, soit il s'agit d'incidents épars qui ont eu lieu à Abidjan. Si l'on regarde la carte des lieux où il y a eu des incidents, il est intéressant de noter qu'il apparaît le schéma d'une attaque en tenaille, un assaut concomitant des soldats rebelles venant de l'hôtel du Golfe et des groupes armés venant d'Abobo, camouflés parmi les manifestants, signe l'existence d'une opération militaire d'ampleur visant à détruire les forces de sécurité pour se saisir du pouvoir par la force, les lieux de pouvoir qui sont la RTI et la primature. Surtout que nous savons que des FDS ont été attaqués à d'autres endroits que le carrefour Marie-Thérèse et au carrefour PK18. Au carrefour Agrippac, qui est cité par le procureur.
Dans le point de situation de 18 heures du 16 décembre, signé par le commandant de la 1re Légion de gendarmerie départementale, il est indiqué que, et je cite, 11h45, à Bobo-Agrippac, un bâtiment abritant des FDS incendié par des manifestants armés de Kalachnikov. Bilan, 3 FDS tués. Fin de citation. C'est la pièce CIV OTP 0043 0334, page 0334. Autrement dit, à Agrippac, des hommes lourdement armés ont attaqué les policiers et les gendarmes, brûlant le bâtiment dans lequel ils s'étaient réfugiés. Nous savons aussi que le 16 décembre 2010, à 9 h, il y a eu des affrontements à Abobo entre FDS et manifestants et qu'il y a eu des échanges de coups de feu. Le bilan est d'un sous-officier et 3 policiers tués et 3 manifestants tués. Pièce CIV OTP. « 0071 06 76, page 06 77. Et à Yopougon, au carrefour Yopougon, il y a eu un contact entre des manifestants et des policiers. Bilan, 8 policiers blessés par chevrotine. CIV OTP 0045 07 93, page 08 97. Toujours pour tenter de minimiser l'attaque des rebelles, qui a eu lieu le 16 décembre 2010, le procureur se contredit à nouveau concernant cette fois-ci la durée de la marche. Le procureur vise des incidents qui se seraient déroulés entre le 16 et le 19 décembre comme faisant partie intégrante de ce qu'il appelle la marche. Paragraphe 553 à 371 de l'écriture 1136 et paragraphe 460, 463, 473b, 485 A, 487, 505, 511 et 536 de l'écriture 1207. En revanche, quand ce sont des FDS tués par des RPG, le 17 décembre 2010, le procureur considère que ça ne fait pas partie de la marche, parce que cet incident a lieu le lendemain du 16 décembre 2010. Transcrit T221, page 27, ligne 20 à 25. Le procureur ne peut pas retenir ce qui l'arrange et décider de mettre la tête dans le sable à chaque fois qu'il s'agit de la mort d'un FDS. D'ailleurs, il est intéressant de noter que le procureur ne répond pas à la question de savoir pourquoi il y avait des personnes avec des RPG qui attaquaient les FDS. En réalité, il y a des groupes armés qui se déplaçaient pendant 3 jours dans Abidjan, qui avaient des RPG, qui attaquaient et tuaient des FDS, et qui avaient tenté de prendre le pouvoir le 16 décembre 2010 par une attaque en tenaille. Il convient de noter d'ailleurs que pendant la journée du 17 décembre 2010, il y a eu des affrontements entre forces de l'ordre et individus lourdement armés, plus précisément à Abobo-Avocatier.
À 10h07, je cite, « Des individus fortement armés quittent Anyama en direction d'Abobo. CIV OTP 0045 07 83. Page 0904. À 13h12, le même jour, à Abobo derrière Raleigh, après le survol de l'émetteur de la RTI par un avion de l'ONUCI, un obus lancé sur le dit émetteur a raté sa cible et est tombé sur le bâtiment de la téléphonie Move, jouxtant l'annexe, faisant de nombreux dégâts. Le commissaire du 21e arrondissement s'est rendu sur les lieux pour les constatations d'usage. CIV OTP 0045 07 93, page 0906. Le 18 décembre 2010, à Abobo-Avocatier, dans la zone du 32e arrondissement, des éléments en patrouille ont essuyé des tirs à l'arme automatique à hauteur de la station Royale sur la voie express. Ils étaient vêtus des bleus et armés de Kalachnikov. CIV OTP 0045 07 93. Page 0908. Autrement dit, le narratif du procureur est faux. Et c'est pourquoi il n'a pas de preuves pour soutenir son narratif. Et il est obligé de manipuler les faits et plaider une chose et son contraire. Mais ce bricolage ne permet pas de cacher la réalité de ce qui s'est passé le 16 décembre 2010. Une attaque en tenaille, minutieusement préparée. Nous y revenons dans les paragraphes 190 à 201 de notre annexe 3, où nous vous démontrons que le procureur refuse de prendre en compte des éléments de preuve portés au dossier de l'affaire, montrant qu'il s'agissait d'une opération militaire. Monsieur le Président, il me reste quelques points encore sur cet incident. Vos instructions de gain de temps, je pense que c'est peut-être un bon moment pour s'arrêter, mais je m'en remets à vous. Le Président. Peut-être que vous pourriez terminer de parler de cet événement. Enfin, je ne sais pas de combien de temps vous avez encore besoin. D'accord. Alors, un mot, il convient de dire un mot sur les groupes rebelles et le quartier PK-18. Dans sa réponse, le procureur indique au paragraphe 484, concernant les incidents ayant eu lieu à PK-18, que, et je cite, « Les victimes décédées suivantes devraient être prises en considération car il existe des éléments probants permettant raisonnablement à une cour de déduire qu'elles ont été tuées par les forces pro-Gbagbo au PK-18 dans le quartier d'Abobo alors qu'ils se rendaient à la RTI. » Fin de citation. Mais ce que le procureur ne vous dit pas, c'est qu'il y avait un point de rassemblement pour la marche à PK-18. Et ce que le procureur ne vous dit pas non plus, c'est que PK-18 est une des bases rebelles, même le bastion des rebelles. Pourtant, il le sait pertinemment. En effet, lors de sa présentation orale, le procureur a renvoyé au paragraphe 361 à 389 de sa réponse. Dans cette section de sa réponse à laquelle il fait référence, le procureur dresse le portrait de la situation à Abobo en novembre 2010 et mars 2011. Et il reconnaît notamment la présence croissante de groupes armés à Abobo, groupes qui auraient émergé dès novembre 2010 à PK-18. Novembre 2010. Le procureur reconnaît aussi que PK-18 était l'une des bases principales des groupes armés rebelles. Pourquoi refuse-t-il d'en tirer les conséquences? Pourquoi continue-t-il d'ignorer les faits?
des éléments de preuve soumis dans le cadre du dossier de l'accusation, la seule déduction raisonnable ou la seule inférence raisonnable ou la seule conclusion raisonnable, puisque c'est ce que le procureur vous demande de faire à ce stade, et qu'il s'agissait d'une marche insurrectionnelle ayant un objectif, la prise de pouvoir par la force. Monsieur le Président, je m'arrête là, puisque sinon on passera à des choses qui devront durer plus longtemps. Well, it was short, hein? Le Président, ce fut court. Donc merci beaucoup. Nous allons donc nous interrompre pour aujourd'hui et nous nous retrouverons demain, 9h30. Merci à tous. L'audience est levée.